Oh, bon sang! Regarde ça! Les yeux et la langue avaient disparu. Pourquoi il n'y a pas de sang? Qui fait ça? Il y a sûrement une explication. Je peux voir? C'est incroyable. C'était plus grand que ça. J'avais les bras en feu. Je n'avais jamais vu ça. Et tout d'un coup, plus rien. Ça venait d'une autre planète. Vous savez ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans The Unexplained Files, une pluie couleur sang qui abrite une forme de vie inconnue. D'où vient-elle? Cela pourrait anéantir l'humanité. En Caroline du Nord, de mystérieuses détonations terrorisent les habitants. On dirait qu'il y a eu une explosion juste à côté. Quels secrets sont cachés dans cet ancien manuscrit qui semble décrire un autre monde? Ça a l'air très profond, mais en même temps très bizarre. Le village de Sevanagala, à l'est du Sri Lanka. Un jour de mousson comme les autres, sous une pluie torrentielle. Sauf que cette pluie a quelque chose de particulier. Sa couleur. La première averse est soudaine et ne dure que 15 minutes. Mais ce n'est que le début. Dans cette région du monde, les gens sont habitués aux pluies torrentielles, mais pas à ce qu'elles aient la couleur du sang. Ils ont peur de sortir de leur maison. Il pleut sans discontinuer pendant presque 60 jours. Les habitants restent cloîtrés chez eux, effrayés par cette pluie rouge et craignant que l'eau potable soit contaminée. Pour mettre fin à la panique, le gouvernement se voit obligé d'intervenir. Une équipe de 6 scientifiques a été nommée par le ministre de la Santé afin d'enquêter sur la pluie rouge dans la région de Sevanagala. Les enquêteurs se lancent dans une course contre la montre afin de s'assurer que l'eau est bien potable. En moins de 12 heures, nous étions sur place pour faire des prélèvements de cette pluie rouge et enquêter. La population exigeait des réponses. Nous avons fait des analyses chimiques, mais nous n'avons pas pu déterminer avec certitude de quoi il s'agissait. Tout d'abord, incapables de découvrir la cause de cette coloration rouge, les chercheurs étudient les cas similaires dans les autres pays pour trouver une explication. Et ils ne tardent pas à recenser d'autres événements du même type. En 2009, Sydney se réveille enveloppé dans un épais brouillard rouge. C'est vraiment bizarre. La nappe s'étend sur 600 km le long de la côte et persiste pendant 48 heures. Mais il s'agit tout simplement de sable riche en oxyde de fer, transporté par le vent depuis le désert intérieur. En 2001, à Kerala, dans le sud de l'Inde, la même pluie rouge sang tombe sans discontinuer pendant 2 longs mois. On pense d'abord à du sable rouge, cette fois-ci en provenance du désert d'Arabie, qui aurait été soulevé par le vent chaud puis transporté au-dessus de l'océan Indien pour retomber mêlé à la pluie lors de la mousson.
Mais cette théorie ne tient pas la route. Le professeur Godfrey Lewis, physicien indien, analyse les prélèvements d'eau de cette pluie. On voit très clairement qu'il ne s'agit pas de sable. Les particules de sable n'ont pas cette forme régulière. Elles ne sont pas rondes comme ça, elles ne sont pas translucides. Mais le professeur Lewis découvre quelque chose de plus étrange encore. Ces particules semblent être vivantes. On voit ici qu'elles possèdent une membrane épaisse de couleur rouge et on distingue de la matière organique à l'intérieur. Il est donc évident que ce sont des cellules biologiques. Mais d'où viennent ces étranges cellules biologiques? Et est-il possible que la pluie transporte des molécules vivantes? La pluie rouge qui est tombée sur la Colombie en Amérique du Sud en 2008 nous fournira peut-être une réponse. Diría yo que es una manifestación de Dios porque antes nunca se había sucedido Les habitants sont persuadés qu'il s'agit de sang, comme dans une plaie biblique. La gente bastante alarmado, preocupado y decían que sí, ya ve, que sangre, pero ¿cómo así? Sí, sangre. Et le plus étonnant, c'est qu'une scientifique locale confirme que la pluie contient effectivement du sang. La tira reactiva, lo que pude alcanzar a ver es que marca 3 cruces de sangre. Esto quiere decir que la muestra es sangre. La pluie rouge qui s'est abattue sur la Colombie, l'Inde et le Sri Lanka contient-elle réellement du sang? Et si c'est le cas, d'où vient-il? Oh, regardez! On sait déjà que les grenouilles et les poissons peuvent se retrouver aspirés par des tornades qui naissent sur la mer, puis retomber sur la terre avec la pluie. Une averse de poissons a d'ailleurs été enregistrée au Sri Lanka un mois après la pluie rouge de 2012. Mais se pourrait-il que des cellules sanguines animales se retrouvent dissoutes dans les nuages pour retomber mêlées à l'eau de pluie? Il a plu pendant 60 jours au Sri Lanka. Il aurait fallu que les globules rouges restent dans l'atmosphère pendant plusieurs mois. C'est impossible. Lorsque le professeur Lewis examine les micro-organismes retrouvés dans les pluies du Sri Lanka et de l'Inde, il constate que leur structure n'a presque rien de comparable avec celle du sang. Les cellules sanguines présentent des similitudes superficielles avec celles de l'eau de pluie. Mais si vous regardez cette vue en coupe d'une des cellules qui ont été prélevées, on voit qu'elle a une membrane épaisse, alors que le globule rouge ne possède pas ce genre de membrane. Donc, ces micro-organismes restent non identifiés. Pour l'heure, les scientifiques sont toujours incapables d'identifier les cellules présentes dans l'eau de pluie. Et le sable et le sang ont été écartés. Les chercheurs du Slintech, le laboratoire le plus sophistiqué du Sri Lanka, vont donc maintenant vérifier si cette coloration rouge ne provient pas des pigments présents dans les spores d'algues. Des algues ont peut-être été aspirées par des cyclones ou des tornades, puis se sont retrouvées mêlées à la pluie, selon le même mécanisme envisagé pour le sable et pour le sang. Nous avons examiné 2 genres d'algues, mais ça ne correspond pas aux cellules prélevées dans la pluie. On ne peut donc pas en conclure qu'il s'agit d'une algue, ce n'est pas la même structure. La différence de structure cellulaire invalide donc la théorie de l'algue. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit bel et bien de cellules vivantes. Le professeur De Silva se met donc en quête de leur ADN, le code génétique présent dans toutes les formes de vie. S'il y a présence d'ADN, il y a forcément du phosphore. Nous avons donc procédé à une analyse élémentaire complète sur plusieurs échantillons, mais aucun ne contient de phosphore.
On peut donc en conclure qu'il n'y a pas d'ADN dans ces organismes. L'ADN est indispensable à tous les organismes vivants. C'est la molécule essentielle de la vie sur Terre, celle qui permet aux cellules de se reproduire. Pourtant, le professeur Lewis a découvert que celles qui nous intéressent se multiplient malgré l'absence d'ADN. Ces cellules se multiplient et la biochimie de ces organismes est différente. C'est une forme de vie nouvelle. Aucun organisme sur Terre n'est capable de se reproduire sans ADN. C'est extraordinaire. C'est une forme de vie extraterrestre. Les scientifiques enquêtent sur plusieurs cas de pluie rouge et ont fait une découverte étonnante. Les cellules présentes dans la pluie sont vivantes et se multiplient alors qu'elles ne contiennent pas d'ADN, molécule pourtant indispensable à tout organisme sur Terre pour se reproduire. Qui plus est, elles se reproduisent dans des conditions qui seraient fatales pour toute autre forme de vie connue. Je les ai fait chauffer pendant 15 heures à 300 degrés. Ça tuerait n'importe quel organisme normal. Et non seulement elles ont survécu à notre grand étonnement, mais elles continuent de se multiplier. Les analyses que le professeur Lewis a effectuées sur ces cellules l'ont amené à une conclusion étonnante. C'est potentiellement un organisme extraterrestre. Ces cellules microscopiques pourraient-elles être des formes de vie venues d'ailleurs? Le professeur Chandra Vikramasinghe est l'un des exobiologistes les plus réputés de la planète. Ce consultant pour l'Agence spatiale européenne est l'un des principaux experts dans l'éternel débat sur l'éventuelle présence d'une autre forme de vie dans l'univers. La présence de la vie en dehors de la Terre est bizarrement considérée comme une hypothèse tirée par les cheveux. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui est extraordinaire, c'est de penser que ce minuscule grain de poussière que nous appelons la Terre est le centre de la vie dans l'univers et qu'il n'y a pas d'autre forme de vie à côté. Depuis 40 ans, le professeur enseigne dans des universités britanniques. Il décide pourtant de revenir dans son Sri Lanka natal afin de tenter de déterminer si la pluie rouge pourrait être causée par une forme de vie extraterrestre. Mais il doit d'abord en récupérer un échantillon. Comment avez-vous recueilli l'eau de pluie? Bien, dans ce seau. Dans ce seau, ok. C'est un échantillon? Elle est très rouge. Et le seau était plein de cette pluie, de cette eau rouge. C'est incroyable. Il pense qu'il y a un lien entre cette pluie rouge et un mystérieux événement survenu une semaine auparavant au Sri Lanka. Mais d'où viennent ces lumières? L'armée de l'air sri-lankaise reste en état d'alerte après que la présence de ces mystérieuses lumières a été signalée au-dessus de plusieurs zones de l'île. Chandra a retrouvé un témoin qui déclare avoir vu ces phénomènes lumineux. Takeri Banda a vu les lumières s'écraser sur Terre. Le lendemain, il a retrouvé de mystérieux débris dans son champ. C'est un gros morceau. Vous avez trouvé beaucoup de gros morceaux? Vous avez vu des boules de feu et vous les avez vues tomber du ciel. C'est très intéressant. Chandra pense savoir d'où proviennent ces débris. Si j'en crois ce que j'ai vu, je pense qu'il s'agissait d'une météorite.
Chaque année, plus de 30 000 tonnes de météorites tombent sur la Terre. Aucune cellule vivante n'a jamais été retrouvée sur ces débris rocheux. Pourtant, Chandra pense être sur le point de faire une découverte cruciale. Je pense que les cellules retrouvées dans la pluie rouge pourraient provenir des météorites. Le professeur est maintenant de retour en Grande-Bretagne avec un échantillon d'eau de pluie et des fragments de météorites tombés sur Terre au même endroit à seulement une semaine d'intervalle. Il estime que s'il retrouve dans les fragments de météorites les mêmes cellules mystérieuses qui ont été identifiées dans l'eau de pluie, cela signifiera qu'elles proviennent de l'espace. Pour cela, il utilise un microscope électronique à balayage 100 fois plus puissant qu'un appareil conventionnel. Regardez, si je fais le point là-dessus... Mais essayer de repérer ces minuscules cellules qui mesurent 8 millièmes de millimètre n'est pas une tâche facile. Laquelle vous intéresse? Celle-là. Ok, je vais zoomer dessus. Tandis qu'ils examinent le fragment au microscope, Chandra remarque quelque chose. Ça ressemble aux cellules de la pluie. Est-ce que ce sont les mêmes? Il y a tout un champ de structures de carbone sphérique qui ressemble aux micro-organismes de la pluie rouge. C'est une découverte très intéressante que nous venons de faire. Le professeur pense avoir identifié dans la météorite les mêmes cellules mystérieuses retrouvées mêlées à l'eau de pluie. Nous retrouvons les mêmes cellules au cœur de la météorite. Cela veut dire que ce n'est pas un contaminant. S'il s'agit bien des mêmes micro-organismes présents dans la météorite, cela prouve que la pluie rouge ne les a pas simplement déposés sur les fragments quand ils se sont écrasés sur Terre, mais qu'ils se trouvaient déjà au cœur de la roche lorsque celle-ci traversait l'atmosphère et se désintégrait en milliers de minuscules fragments. Il devait y avoir une énorme quantité de cellules. Leur poids total doit se calculer en tonnes. Si c'est le cas, les cellules se sont déposées dans la couche nuageuse où elles sont restées pendant plusieurs semaines avant d'être entraînées par la pluie. Si l'analyse du professeur est correcte, cela expliquerait l'averse rouge et prouverait qu'il y a bien de la vie en dehors de la Terre. Si la pluie rouge vient de l'espace, elle est d'un autre monde. Le professeur Vikramasinghe a signalé sa découverte d'une potentielle vie extraterrestre à la NASA, mais cette dernière refuse de confirmer sa théorie. L'agence spatiale a déclaré qu'elle n'effectuait ni ne finançait de recherche dans ce domaine qui touche aux limites de la science et a décliné notre proposition d'interview. Toutefois, même si la NASA refuse de débattre sur la découverte de Chandra, les recherches du gouvernement sri-lankais sur la pluie rouge confirment sa théorie. En examinant les fragments de météorites, nous avons découvert une structure unicellulaire similaire à celle trouvée dans l'eau de pluie. À l'heure qu'il est, nous pensons qu'il y a un lien entre la pluie et les météorites extraterrestres. Mais le plus inquiétant, c'est que ces cellules se multiplient et les dernières analyses ont révélé qu'elles pourraient s'avérer dangereuses pour l'homme. On a trouvé une forte concentration d'uranium sur la couche extérieure de ces micro-organismes. Cet uranium extraterrestre pourrait représenter un risque pour la santé. L'uranium est radioactif et surtout très toxique s'il est ingéré ou inhalé. Il est cancérigène et l'exposition à de fortes doses peut provoquer une intoxication rénale fatale. Si ces cellules entrent en contact avec des cellules vivantes sur Terre, elles peuvent avoir des effets désastreux. Près d'une tonne de météorites s'écrasent sur la Terre chaque jour. Certaines contiennent peut-être des micro-organismes semblables à ceux que le professeur Vikramasinghe pense avoir découverts dans la pluie rouge.
Je crois que nous devons accepter la possibilité que d'autres formes de vie arrivent sur Terre et provoquent des maladies ou affectent l'écologie de la faune et de la flore. Il existe un risque de pandémie qui pourrait même anéantir l'humanité tout entière. En dépit de cette théorie, personne ne sait avec certitude d'où proviennent ces étranges micro-organismes, ni même ce qu'ils sont ou s'ils représentent une menace. En attendant de le découvrir, la pluie rouge reste un phénomène inexpliqué. Aux États-Unis, de terrifiantes explosions font trembler les habitants d'une région de la côte Est. Claudette et Mike Hussey viennent de s'installer dans une petite ville tranquille du bord de mer, près de Cape Fear. Ils se font une joie de profiter du calme de leur maison. Mais un jour... J'étais assis à mon bureau, je travaillais sur mon ordinateur. Et j'ai entendu un grand boom. C'était tellement fort que les vitres ont tremblé. C'était assourdissant. Je me suis levé et je suis sorti pour voir ce qui avait frappé la maison. J'ai regardé s'il y avait des dégâts. J'ai d'abord pensé que quelque chose était tombé du ciel. Une météorite, un morceau d'avion ou quelque chose comme ça. Mais il ne s'agit pas là d'un événement isolé. En effet, plusieurs fois par an, des bruits d'explosion font sursauter les habitants de Cape Fear. J'ai entendu un grand boom. Je me suis précipité dans la maison. On ne s'y attend pas. On entend un grand boom et ça fait peur. Et là, tu as 10 ou 20 amis qui t'appellent pour te demander « Tu as entendu? Ta maison a tremblé ?» On dirait qu'il y a eu une explosion, juste à côté. Les habitants aimeraient savoir ce qui provoque ces bruits de tonnerre inexpliqués et s'ils sont dangereux. Quand votre maison se met à trembler, à vibrer, que ça secoue votre bureau, bien sûr que ça fait peur. Cape Fear n'est pas la seule ville ébranlée par ces explosions. D'autres endroits du globe sont également touchés par ces phénomènes étranges que personne ne peut expliquer. En Italie, on les appelle les Brontidi. Au Japon, Uminari. Et aux Philippines, Retumbos. Les habitants de Cape Fear, quant à eux, ont baptisé ces explosions canons de Seneca, du nom du lac Seneca dans l'État de New York, où l'on entend également ces bruits mystérieux. Denise Bradley vit à Wilmington, Cape Fear. Elle entend les canons du lac depuis son enfance. Les coups de canon retentissent 1 à 2 fois par mois, 5 fois par mois, parfois 1 ou 2 fois par an. Ces explosions imprévisibles la terrifient. On s'imagine des choses. Les voisins, tout le monde se précipite dehors pour voir ce qui se passe. On se demande aux uns et aux autres si tout va bien. Quand les explosions sont très violentes, ça fait vraiment peur. Mais qu'est-ce qui provoque ces étranges détonations le long de la côte de Caroline du Nord? La réponse se trouve-t-elle dans le ciel? Parfois j'entends des booms et je vois des lumières oranges au-dessus de la mer. Certains pensent que ces boules oranges sont des ovnis.
Le littoral de la Caroline du Nord est secoué par des détonations assourdissantes que les habitants ont baptisées canons de Sénéca. Parfois, on dirait un feu d'artifice, mais les plus violents font trembler la terre. Selon une des théories, il s'agirait de gigantesques coups de tonnerre lors de gros orages. À chaque fois que j'entends ces coups de canon ou que je les ressens, je note l'heure qu'il est. Et je note les conditions météo du jour. Tel jour, il faisait soleil, pas de nuages. Ou alors, nuageux, mais pas de pluie. J'ai un journal de bord où je note tout. Ici, il y a le 2 et le 3 mars, les dernières explosions, assez violentes. D'après le journal de bord de Denise, les 2 et 3 mars 2013, le temps était clair et ensoleillé. Aucun orage en vue. Mais le tonnerre peut parfois être entendu à une distance de 20 km. De violents orages éloignés seraient-ils responsables de ces coups de canon? Steve Pfaff est météorologue. Il surveille de près le climat le long de la côte Est. Il examine les images radars des 2 et 3 mars 2013. Il n'y avait aucune activité orageuse à proximité de Wilmington, donc il est très peu probable que les bruits aient été dus à des orages. Il existe pourtant un phénomène atmosphérique intéressant, l'inversion de température. Lorsqu'une poche d'air froid se retrouve piégée sous une couche d'air plus chaud au niveau du sol, l'air froid agit alors comme un tunnel capable de transporter les sons jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Les bruits d'explosion que Denise a notés dans son journal de bord les 2 et 3 mars pourraient-ils être dus à ce phénomène atmosphérique? Steve consulte ces images radar pour voir s'il y a eu des orages dans un rayon plus éloigné. Voici les données radar du 3 mars 2013. Celui-ci n'indique aucun orage dans un rayon de 370 km. Les données sont formelles. Il ne s'agit pas du bruit de lointains orages transportés par une couche d'inversion de température. Ces détonations seraient-elles alors dues à autre chose? Comme des explosions lors d'exercices militaires en mer? En général, la police contacte l'armée. Et l'armée répond en gros, ça n'a rien à voir avec nous. S'il ne s'agit pas d'explosions provoquées par des exercices militaires, une autre explication plus probable est que ces bruits seraient peut-être causés par des avions. Est-ce que des avions provoqueraient des détonations en franchissant le mur du son au-dessus de l'océan? Jamie Moncrief vit et travaille dans la région depuis toujours. La théorie la plus répandue, c'est qu'il s'agit d'un bang supersonique. Il y a de nombreuses bases militaires en Caroline du Nord. Ces types pilotent des avions supersoniques et s'entraînent souvent au large. J'ai grandi près d'infrastructures militaires. Quand un avion passe le mur du son, vous l'entendez au-dessus de votre tête. On entend que ça vient d'en haut. C'est percussif. C'est un gros boom. Les canons de Sénéca ressemblent plus à un grondement de tonnerre. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bang supersonique. Mike Hussey est du même avis. J'étais dans l'Air Force. J'entendais des bangs supersoniques tout le temps. J'ai vécu en Floride et quand la navette spatiale atterrissait à Cap Canaveral,
on entendait un triple bang supersonique, parce qu'elle voyage à une vitesse de 3 fois celle du son. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Les bases militaires environnantes nient catégoriquement que leurs avions soient responsables de ces bruits. Ça arrive tellement souvent que quelqu'un sait forcément ce que c'est. Et pourtant, l'armée se tue à répéter « Ce n'est pas nous ». Combien de fois faut-il vous le dire? Nous n'avons pas franchi le mur du son. De fait, on parlait déjà des canons de Seneca avant même l'invention des avions. James Fenimore Cooper y fait référence dans une nouvelle dont l'action se déroule au lac Seneca en 1850. Le canon du lac est un mystère. C'est une détonation qui ressemble à un tir d'artillerie lourde et qui ne peut s'expliquer par aucune loi de la nature connue de l'homme. Les canons de Seneca ne seraient donc pas dus à un orage lointain, à une couche d'inversion de la température ou à des bangs supersoniques. De nombreux résidents de Cap Fear sont persuadés que les détonations ne proviennent pas du ciel, mais d'un endroit bien plus terrifiant. On dirait que ça vient d'en bas. Ça résonne dans le sol. Même quand on est sur le bateau, on dirait que ça vient de sous l'eau. Le professeur Jack Hall est géologue à l'Université de Caroline du Nord. Il cherche à savoir ce qui se cache sous les pieds des habitants de Wilmington. Voici la côte est des États-Unis, et Wilmington se trouve là. Ces traits rouges indiquent les zones de faille le long du littoral américain. Il s'agit de fissures dans la croûte terrestre, et quand elles se déplacent, elles provoquent un tremblement de terre. Il y a une source potentielle ici, ce qui pourrait générer des séismes et par conséquent des bruits. Mais en consultant les données sismiques pour la région, le professeur Hall en tire une conclusion étonnante. Si je retourne ma carte, les points jaunes indiquent les emplacements des sismographes. Ils sont capables d'enregistrer des mouvements que nous ne ressentons même pas. Les points rouges marquent les épicentres des séismes de 1973 à aujourd'hui, c'est-à-dire de ces 40 dernières années. Vous noterez qu'autour de Wilmington, il n'y a quasiment rien dans cette zone. Donc, ces bruits ne correspondent pas à des tremblements de terre. Les géologues écartent donc l'hypothèse de séisme pour expliquer les mystérieuses détonations. Bien qu'elles soient connues depuis des centaines d'années, ces explosions n'avaient jamais été enregistrées jusqu'à aujourd'hui. En avril 2012, Paul Glaser décide d'enregistrer les détonations qui secouent la maison de ses parents depuis des années. Comme ça m'intriguait, j'ai mis l'enregistreur de mon téléphone en marche, tourné vers l'extérieur. Et j'ai attendu, un peu comme un pêcheur. Il m'a fallu 2 semaines, mais je les ai eus. Je vais vous faire écouter. Après plusieurs semaines de patience, Paul Glaser réussit enfin à enregistrer cet étrange phénomène pour la première fois. Vous avez entendu ? Il n'était pas très violent. Ça n'a pas fait trembler la maison ou les fenêtres, mais c'était suffisamment fort pour que je sache ce que c'était. Paul a fait écouter son enregistrement à d'autres résidents.
Tous ceux à qui je l'ai passé m'ont dit « Oui, c'est ça, c'est exactement ça ». Mais le fait d'avoir réussi à l'enregistrer ne résout pas le mystère de ce bruit étrange. Les scientifiques ont écarté les séismes, les orages et les avions supersoniques. Mais s'il n'y a aucune explication rationnelle évidente, cela voudrait-il dire qu'il faut chercher une réponse qui défie la raison? Comme beaucoup d'habitants de Cap Fear, Evie Bird est troublée par ces terrifiantes explosions. Quand quelque chose que vous êtes incapable d'expliquer secoue votre maison, voire la ville tout entière, ça fait vraiment peur. Ces 3 dernières années, Evie et ses voisins ont remarqué quelque chose d'étrange au moment des détonations. Parfois, la nuit, j'entends des booms. Et je vois des lumières oranges au-dessus de la mer. Je ne sais pas ce que c'est. Elles sont immobiles, par petits groupes. Mais ce n'est pas un avion, parce que ça ne clignote pas. Ce sont juste des lumières oranges qui flottent. Un soir, il y en avait tellement qu'on est tous sortis, les voisins, la famille, pour les regarder. Evie prétend que ces lumières n'apparaissent qu'au moment des explosions. On dirait que les bruits viennent du même endroit que les boules oranges. Mais si les deux sont liés, alors de quoi s'agit-il? Certains pensent que les boules oranges sont des ovnis ou des aliens. Quand il s'agit d'un phénomène inexpliqué, on se fait sa propre opinion. Ce qui fait peur, c'est que personne ne soit capable d'expliquer. Alors pourquoi ce ne serait pas des ovnis? Pourquoi ce ne serait pas des extraterrestres? Les canons du lac Seneca continuent d'effrayer les habitants de Cap Fear. C'était violent, ça a secoué beaucoup de gens. On avait peur, on ne savait pas ce que c'était. Les gens ont des théories différentes sur ce que ça peut être, mais personne ne sait ce que c'est. Tant que la science n'aura pas trouvé de réponse satisfaisante, le mystère des canons du lac Seneca restera inexpliqué. Voici un manuscrit qui défie la compréhension. Depuis des siècles, toutes les tentatives d'en découvrir le sens ont échoué. Son écriture hermétique et ses étranges dessins ont laissé perplexes les dizaines de chercheurs qui l'ont étudié. Mais Jerry Kennedy, un descendant de l'homme qui a découvert ce manuscrit, est bien décidé à en percer tous les secrets. On se prend au jeu tellement c'est bizarre. Ça a l'air très profond, mais on n'a jamais pu le déchiffrer. C'est le manuscrit le plus mystérieux de l'histoire. Le manuscrit a été découvert en 1912 par l'ancêtre de Jerry, Wilfried Voynich, un marchand de livres anciens. Il acquiert l'ouvrage qui finira par porter son nom et être conservé dans une bibliothèque jésuite près de Rome. C'est un texte extraordinaire et étrange. Si on feuillette ce facsimilé, c'est écrit sur du vélin, c'est-à-dire de la peau de veau. Les dessins sont assez grossiers et rudimentaires. Serré au milieu des pages, Voynich découvre une vieille lettre. C'est le premier indice pour tous ceux qui cherchent à découvrir la signification et l'origine du manuscrit. La lettre révèle que les jésuites ont possédé le livre pendant 250 ans.
Ils ont essayé de déchiffrer ce texte étrange et d'interpréter ces illustrations bizarres. Le manuscrit a été envoyé à un savant et linguiste, Athanasius Kircher, dans l'espoir qu'il serait capable de le déchiffrer. Athanasius Kircher était un scientifique jésuite, l'un des plus importants de son temps. Et cette communauté religieuse dont faisait partie le pape de l'époque est réputée pour abriter les intellectuels de l'Église catholique, toujours en quête de connaissances. C'est un livre mystérieux. C'est le genre de texte qui a dû fasciner Kircher. Il s'intéressait à tous les sujets. Il écrivait sur tout, il faisait des recherches sur tout. C'est un mystère de l'univers qu'il faut percer, parce qu'il nous révélera quelque chose au sujet de Dieu. Pourtant, Athanasius Kircher s'est avéré incapable de déchiffrer le message caché dans ce mystérieux manuscrit. Le texte est resté une énigme et, craignant qu'il ne soit hérétique, les jésuites l'ont gardé sous clé jusqu'à ce que Wilfrid Voynich le redécouvre en 1912. Qu'y avait-il à craindre? Serait-il une preuve de l'existence d'autres mondes? On pense aux extraterrestres. En 1912, Wilfrid Voynich a découvert un manuscrit ancien écrit dans un code étrange. Il a également trouvé une lettre dans le livre écrite en 1666. Celle-ci révèle que l'un de ses précédents propriétaires avait une théorie concernant son auteur, un indice potentiellement précieux pour déchiffrer le texte. Ce livre a appartenu à l'empereur Rodolphe. Il pensait que l'auteur en était l'anglais Roger Bacon. Roger Bacon était un moine du XIIIe siècle, fasciné par l'alchimie, science occulte qui prétend transformer le métal en or, et que l'Église considère comme une hérésie. Roger Bacon était très actif dans ce domaine. Il est possible que le manuscrit Voynich contienne des secrets sur l'alchimie. Voynich pensait que Bacon avait été contraint de cacher ses recherches en utilisant un code. Pourtant, le cryptologue Gordon Rugg, spécialiste des techniques de chiffrement du Moyen-Âge, n'est pas convaincu. Les cryptanalystes modernes ont soumis le texte de Voynich à des logiciels pour essayer de déceler des motifs tous les 10, 20, 40 caractères. Et ils n'ont rien trouvé. Si le livre a bien été écrit avec un code, il est trop sophistiqué pour que les ordinateurs modernes et les cryptanalystes puissent le déchiffrer. Mais cela semble impossible, compte tenu des techniques dont disposait Roger Bacon. Et s'il y avait une autre explication? Si le texte n'était pas codé, mais n'avait tout simplement aucun sens? Gordon Rugg est convaincu qu'il existe un excellent motif pour ça. Au Moyen-Âge, les livres de prophétie avaient beaucoup de valeur. Je pense que c'est très certainement un canular, écrit simplement pour en tirer de l'argent. Ce serait tout à fait logique. Plusieurs indices semblent aller dans le même sens. La lettre retrouvée dans le manuscrit fait référence à l'un des très riches propriétaires du livre. Ce livre a appartenu à l'empereur Rodolphe, qui s'en est porté acquéreur pour la somme de 600 ducats. Rodolphe II était l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Fasciné par les sciences occultes, il représentait de fait une cible tentante pour les escrocs.
Il n'aurait certainement pas rechigné à débourser 600 ducats, l'équivalent de 60 000 € actuels, pour un manuscrit s'il avait été persuadé qu'il contenait les secrets codés de l'alchimie. Les principaux suspects dans cette théorie du canular sont John Dee et Edward Kelly, deux Anglais qui prétendaient être capables de transformer le cuivre en or. Edward Kelly se trouvait à Prague, la capitale du Saint-Empire romain germanique, dans les années 1590, sous le règne de Rodolphe. Aurait-il écrit le manuscrit de Voynich pour le vendre à l'empereur? Pour vérifier cette théorie, les chercheurs de l'Université d'Arizona ont daté au carbone 14 le vélin sur lequel le manuscrit a été rédigé. La datation au carbone 14 est un outil précieux pour percer les mystères anciens. En mesurant la dégradation du carbone 14 radioactif, on peut ainsi déterminer l'âge des matières organiques, comme le vélin du manuscrit. Cette méthode permettra-t-elle de dater le livre et d'étayer la théorie selon laquelle il aurait été écrit dans les années 1590? Nous avons daté 4 pages du vélin à différents endroits du manuscrit. Et nous avons découvert qu'elles avaient des dates radiocarbone très rapprochées, dans une période comprise entre 1404 et 1438, avec un taux de certitude de 95%. Cette datation au carbone 14 balaie l'hypothèse selon laquelle le livre aurait été écrit par John Dee et Edward Kelly en personne. Il a été rédigé plus d'1 siècle avant leur naissance. Le manuscrit de Voynich reste donc un mystère. Dans sa quête pour le déchiffrer, Jerry Kennedy change d'approche et s'intéresse de plus près à ces étranges illustrations. La plus grande partie est consacrée à des plantes rares. Elles sont très étranges. Jerry emporte une copie du manuscrit à Kew Gardens, près de Londres, centre de recherche botanique réputé dans le monde entier. On y trouve plus de 30 000 espèces de plantes, la plus grande collection de la planète. Si les botanistes parviennent à identifier les plantes du manuscrit, on pourra peut-être en découvrir le sens et l'origine. On dirait qu'elle est greffée sur la base, mais on ne voit pas ce genre de choses dans la nature. Donc je crois qu'on peut dire que ce sont des plantes imaginaires et non pas réelles. Il n'y a rien de tel sur Terre? Rien de tel. Les plantes ne ressemblent à aucune espèce connue de l'homme. Mais le manuscrit contient d'autres illustrations plus étranges encore. Il y a aussi une section qu'on pourrait qualifier de cosmologique ou astrologique. Il y a une spirale qui pour certains représente clairement Andromède. Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la Terre. Et elle ressemble étrangement au diagramme du manuscrit. Pourtant, elle se trouve à plusieurs millions d'années-lumière et sa spirale n'est visible qu'à l'aide d'un puissant télescope. Or, cette technologie n'existait pas lorsque le manuscrit de Voynich a été rédigé au début du XVe siècle. Comment quelqu'un sur Terre aurait-il pu dessiner une galaxie qui n'était pas encore découverte? On dirait qu'il y a un sens caché. Et la théorie la plus étonnante, c'est que c'est un code secret qui vient d'un autre monde. On pense aux extraterrestres. Si l'on en croit cette incroyable hypothèse, le manuscrit de Voynich serait le fruit d'une intelligence extraterrestre. Est-il possible qu'il existe une autre espèce proche de l'homme dans l'univers qui tenterait de communiquer avec nous? Que ce texte ait été écrit par des êtres d'une autre planète, des faussaires ou des alchimistes, nul n'en a encore percé le mystère. L'envie de le déchiffrer est une obsession qui ne vous lâche plus.
Mais malgré les efforts des scientifiques du XXIe siècle, le manuscrit de Voynich reste à ce jour inexpliqué.